Voilà, on continue notre avancée sur les cours de réseau. Donc là, on en est au chapitre numéro 4. Chapitre numéro 4, où on va parler de l'adressage MAC. Donc on avait vu les câbles réseau. On était sur la couche 1 du modèle OSI, c'est-à-dire sur la couche physique, la couche des médias, la couche des câbles, la couche des conducteurs. Là, on va monter d'un cran sur le modèle OSI. Et donc, on va se retrouver avec la lecture des adresses MAC. C'est-à-dire que les différents appareils qui sont capables d'intervenir à la couche 2 du modèle OSI vont pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle du filtrage et de la segmentation. Ça veut dire que toutes les trames ne seront pas dirigées vers toutes les machines. On va pouvoir commencer à orienter un petit peu ces trames. Donc, couche 2, notions et technologies de la couche numéro 2. Donc la couche numéro 2, la couche liaison de données, elle possède deux sous-couches. Donc l'adressage MAC fait partie intégrante de la couche 2 du modèle OSI, c'est ce que je viens de dire. On est bien sur la couche numéro 2 qui s'appelle liaison de données. On est au-dessus de la couche physique qu'on avait précédemment. Et donc cette couche est divisée en deux sous-couches, qui sont les sous-couches LLC et les sous-couches MAC. On retrouve cette notion d'adresse MAC. Alors à quoi ça sert? On a la sous-couche LLC, Logical Link Control, contrôle du lien logique. C'est ce qui fait le lien avec la couche réseau. C'est ce qui va nous permettre d'associer des adresses MAC avec des adresses IP. Ensuite, vous avez la sous-couche MAC, Media Access Control, qui fait le lien avec les câbles. Contrôle d'accès aux médias. MAC. MAC, Media Access Control, ça fait partie des termes à connaître par cœur. Alors à quoi ça ressemble une adresse MAC? On commence déjà à avoir l'habitude de les utiliser. Donc une adresse MAC, elle comporte 48 bits. 48 bits, ça veut dire que j'ai 12 paquets de 8 bits. 12 chiffres en hexa. C'est pour ça que, en fait, je vais avoir ces 48 bits. Si jamais on devait les mémoriser, ce serait un petit peu compliqué de mémoriser une série de 48 0 ou 1. Donc, mémoriser ou même retenir ou noter une série de 12 chiffres en hexadécimal, c'est beaucoup plus facile. Alors, si on regarde un petit peu la composition d'une adresse MAC, on se rend compte que, elle est coupée en deux. Il y a la première partie de l'adresse MAC et il y a la deuxième partie de l'adresse MAC. La première partie de l'adresse MAC, c'est les 24 premiers bits. Donc, si je divise par 8, ça fait 6 chiffres en hexa, 6 paquets de 8 bits. Et donc, ces chiffres en hexadécimal, on va les rassembler par 2. Donc, par exemple, 0062F. Donc, les 6 premiers chiffres correspondent au constructeur de la carte réseau. Et donc, ça, c'est fourni par l'organisme OUI, Organizational Unique Identifier. Donc, en fait, ça, c'est un organisme qui va répartir les adresses MAC entre les différents constructeurs. Alors, exemple, si Asus veut fabriquer par exemple 200 000 cartes réseau, ces 200 000 cartes réseau, elles vont devoir commencer par les 6 premiers chiffres en hexa qui vont être toujours les mêmes et qui vont correspondre à la marque Asus. Et donc Asus devra demander à l'organisme OUI une série. Alors, une série de 6 chiffres qui va correspondre à la marque Asus, mais ça ne veut pas dire que Asus a toujours les 6 mêmes. Si jamais elle a consommé tous ces numéros de série qui correspondent à une série de 6 chiffres hexa, elle va pouvoir en acheter d'autres, ou en réserver d'autres pour la marque Asus. Ce qu'on saura après, c'est que quand on va faire des découvertes de réseau, en fonction du code qui est au début de l'adresse MAC, on va pouvoir savoir quel est le constructeur de la carte réseau. Et donc si vous faites une recherche avec Advanced IP Scanner, comme on a l'habitude d'en faire en TP, c'est comme ça que fait Advanced IP Scanner pour savoir quelle est la marque de l'ordinateur qui répond à ces pings. Voilà, donc les 6 premiers chiffres, c'est le constructeur, et les 6 suivants, ça va être le numéro de série. Alors quelques rappels sur l'hexadécimal. Je rappelle donc que sur l'hexadécimal, les poids de chaque chiffre ne sont pas les mêmes qu'en binaire. Donc sur le chiffre le plus à droite, quand on est sur
une valeur en hexadécimal, son poids est de 1. C'est normal, c'est comme en binaire, le poids le plus faible c'est 1. Ça veut dire que chaque unité, si je monte d'une unité ici, je vais monter de 1 en décimale. Je vais compter 1 à la suite. Par contre, le chiffre juste avant, lui, il a un poids de 16. Alors pourquoi il a un poids de 16? Parce qu'en fait, le 1 là, c'est 16 puissance 0. Et 16 puissance 0, n'importe quoi la puissance 0, ça fait toujours 1. Le chiffre suivant, lui, c'est 16 puissance 1. Ça veut dire que la valeur que je vais avoir ici, il va falloir que je la multiplie par 16 pour l'avoir en décimale. Donc si par exemple en hexa j'ai 1, 0, c'est 1, 0, ça va être finalement 16 fois 1 plus 0 fois 1. Donc 16 fois 1, 16, donc 1, 0 en hexa, bah, ça donne 16. Et si je passe sur les chiffres suivants, bah là on voit que ça augmente encore plus, c'est-à-dire que je vais avoir, j'ai perdu ma lumière, voilà, c'est-à-dire que je vais avoir, par exemple pour le 256, on est sur 16 puissance 2, donc chaque valeur d'augmentation ici, ça va être multiplié par 256. Et on voit qu'on arrive à calculer des chiffres énormes en décimale avec simplement 4 chiffres en hexa. Et donc hexadécimal, donc ça veut dire 16 valeurs, hein, et ces 16 valeurs, on a les chiffres classiques de 0 à 9, et puis quand il va falloir compter 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on va prendre les premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E et F. Alors on voit qu'on s'arrête à 15, pourtant on dit qu'on a 16 valeurs, c'est normal, parce qu'on a le 0. Le 0 étant la première valeur, le 1 la deuxième, le 2 la troisième, donc le 15 c'est la 16e valeur. Et donc c'est utile en génie informatique et en programmation parce qu'on peut compter des chiffres énormes avec des valeurs en hexa. Alors quel est le principe de l'adressage? Quand on est sur la couche 2, chaque équipement du réseau va lire la trame circulant sur le média. Notez que je parle de trame puisqu'on est sur la couche numéro 2, hein, je ne parle pas de paquets. Les paquets c'est sur la couche numéro 3. Donc va lire la trame circulant sur le média, je rappelle que le média c'est le câble, et il va comparer l'adresse MAC de la trame avec sa propre adresse. Donc en fait c'est tout bête, ça veut dire que tous les PC vont lire toutes les trames qui passent, ils vont lire l'adresse MAC, si c'est la même qu'eux ils vont tenir compte du message, si c'est pas la même qu'eux, ils vont simplement ignorer le message. Mais ça prend un temps fou parce qu'en fait chaque ordinateur va lire toutes les trames qui passent. Et plus le nombre de machines est important, et plus cet adressage devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une trame? Dans une trame, en fait, c'est une série de 0 et de 1, hein, comme toujours. On a un champ de début de trame, ça veut dire qu'on a un code particulier qui va signaler qu'on a une trame qui commence. On a un champ d'adresse, où on va avoir l'adresse du destinataire, mais aussi l'adresse MAC de l'expéditeur. On a un champ de type longueur, où on va expliquer quel est le type de données qui va être envoyé. Est-ce que c'est les données d'un email? Est-ce que c'est un transfert de fichiers? Est-ce que c'est une page web? Ensuite, on a la donnée en elle-même, c'est-à-dire les valeurs qu'on veut transmettre. Ensuite, on a un champ particulier FCS qui est là pour faire la détection d'erreurs. Et enfin, la fin de trame. Donc j'y reviendrai un peu plus tard sur la détection d'erreurs. L'idée, c'est de savoir si les données qu'on vient de recevoir, est-ce que c'est celles qui ont réellement été transmises par l'expéditeur? Et comment on peut savoir s'il y a eu une erreur de transmission? Donc suivant le principe de l'encapsulation, la trame est divisée en différentes parties dont le champ FCS qui réalise la détection d'erreurs. Et donc la technologie qu'on applique sur la couche numéro 2 dans nos réseaux, c'est la technologie Ethernet. Alors qu'est-ce que c'est qu'Ethernet? L'architecture d'Ethernet utilise un principe d'accès multiple. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé du token ring et de toutes ces choses-là avant. L'accès multiple, ça veut dire que chaque hôte peut prendre la parole à tout moment. Chaque hôte peut prendre la parole à tout moment. On va pas couper, un hôte ne va pas couper la parole à un PC qui serait en train de transmettre, mais à partir du moment où il n'y a personne qui transmet, ça veut dire que n'importe quel PC peut décider de prendre l'initiative de commencer une transmission. Et donc avant d'émettre, évidemment, la station va écouter si le média est libre. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une transmission qui est déjà effectuée à ce moment-là? Si elle commence à émettre, les autres stations devront attendre qu'elle ait fini avant de prendre la parole. C'est normal, sinon on va créer des collisions.
Et donc le principe d'Ethernet, c'est d'éviter ces collisions. Si deux stations émettent en même temps, alors il y a collision. Le principe d'Ethernet a été développé dans les années 70 par le parc de Xerox. Alors je dis encore eux, parce que ils ont notamment inventé l'interface graphique. Avant, on programmait les ordinateurs uniquement en ligne de commande, c'est-à-dire en ligne de code. Et donc l'interface graphique, avec la souris, etc., le copier-coller, tout ce qui fait la praticité de l'informatique d'aujourd'hui, ça a été inventé à cette époque-là. Et donc ils ont, parmi toutes ces choses-là, inventé aussi le principe de la communication réseau entre PC, et donc d'Ethernet. Alors la famille Ethernet, c'est des normes qui définissent des vitesses de transmission, des protocoles de transmission, on en possède plusieurs. La technologie Ethernet peut utiliser plusieurs types de médias, comme le câble coaxial ou la fibre optique. Et donc voici quelques exemples de types Ethernet. Donc si on prend parmi les plus connus, le 100 base, par exemple le 100 base TX, c'est le 100 mégabits par seconde sur câble Ethernet, UTP catégorie 5, longueur max 100 mètres, topologie en étoile et topologie logique en bus. Et on peut avoir aussi, ça c'est le gigabit Ethernet, 1000 bases T, 1000 mégabits par seconde, 1 gigabit par seconde. Alors maintenant, si on zoome un petit peu sur la trame Ethernet, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a d'abord le préambule. Alors, le préambule, c'est une série de 0 et de 1 qui vont dire, voilà, le média il est libre, il peut y avoir un début de trame. Ensuite, vous avez le délimiteur de début de trame. Ensuite, vous avez l'adresse. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Donc, le préambule, c'est une alternance de 1 et de 0. Le début de trame, c'est 1 octet. Ici, les chiffres que vous avez au-dessus, ça c'est en octet. 1 octet, 6 octets, 6 octets. Donc, c'est un octet spécifique qui va dire attention, on va débuter. L'adresse de destination, 6 octets pour l'adresse MAC, normal, 6 chiffres en hexa, 6 octets. 6 octets pour l'adresse d'origine, c'est aussi une adresse MAC. Ensuite, 2 octets pour définir le type de protocole utilisé. Et enfin, les données. Et on voit que les données, il y a une taille qui est variable. On n'est pas obligé d'envoyer toujours la même quantité de données. On peut aller de 46 octets à 1500 octets. Alors 1500 octets, finalement, c'est 1,5 kilo-octet à peu près. 1,5 kilo-octet de données. Ça veut dire que si vous avez un film de 4 Go à transmettre, il va être séparé en trames de 1,5 kilo-octet. Et puis vous avez le contrôle d'erreur de transmission, c'est 4 octets spécifiques qui sont le résultat d'un calcul. Alors qu'est-ce qu'on a comme équipement au niveau de la couche 2? On a les cartes réseau. La carte réseau, dans son architecture interne, on voit que on a une ligne de transmission, c'est-à-dire l'émission, qui va rejoindre la réception de l'autre carte réseau. Donc en fait, c'est là où on va avoir, si on devait brancher deux cartes réseau l'une en face de l'autre, il faudrait absolument utiliser un câble croisé. Et là, on voit le fait qu'il faut croiser émission et réception. Pourquoi on n'utilise que des câbles droits aujourd'hui? C'est parce que ce sont les switches et les routeurs qui vont automatiquement croiser les câbles. Et donc la carte réseau possède un contrôleur Ethernet qui commande un transmetteur et un récepteur. De plus, il y a le dispositif de détection de collision, ici. Donc la détection de collision, c'est ce qui vient voir si on n'a pas un 0 ou un 1 franc. Donc si on n'a pas un 0 ou un 1 franc, ça veut dire qu'il y a deux niveaux de tension différents qui sont en train d'essayer d'être mis sur la ligne. Et donc ça c'est le résultat d'une collision. Et on a aussi le mode bouclé. Alors le mode bouclé, c'est l'autotest de la carte réseau. Les ponts, on en a déjà parlé, les ponts, ce serait comme un switch qui aurait que deux ports. Ils sont capables de lire les adresses MAC et de filtrer un petit peu ce qui passe d'un côté à l'autre du pont. Alors il faut imaginer que là, on a des ponts de temps en temps, et puis ici, ça, ce sont tous des PC qui sont reliés avec des hubs. Ça veut dire que c'est des domaines de collision qui sont séparés. Donc un pont relie des segments de réseau. Il permet de diviser le trafic et donc de limiter les domaines de collision, puisqu'on va les séparer. Pour cela, on va réaliser un filtrage d'adresse MAC. Par contre, un pont peut devenir un goulet d'étranglement s'il sépare deux machines à fort trafic.
Donc ça veut dire qu'on va essayer de limiter un petit peu encore les domaines de collision et de limiter le nombre de machines qui sont susceptibles d'émettre exactement en même temps. Donc les ponts utilisent, alors pareil, mes vidéos ne fonctionnent plus, les ponts utilisent des tables d'adresse MAC pour mémoriser les ordinateurs présents dans les différents segments. Ça veut dire qu'à l'intérieur du pont, il y a des petites mémoires où il va se rappeler sur tel port, j'ai telles adresses MAC, sur tel port, j'ai telles adresses MAC. Et donc, on a vu l'évolution du pont, finalement, c'est le commutateur, c'est le switch, c'est-à-dire que ce serait un pont qui aurait chaque port un PC branché dessus. Donc c'est un pont multiport. Chaque ordinateur connecté au switch représente un segment. Voilà. Donc là, un segment, un seul ordinateur, un segment, un seul ordinateur. Vu qu'il est le seul sur son segment, il ne peut pas entrer en collision avec lui-même. Donc il n'y a plus de collision. Si on regarde un petit peu, c'est un peu comme si avant sur le hub, on avait tous les ports qui étaient connectés ensemble sur un seul et même bus. Alors qu'avec un switch, je vais être capable d'interconnecter directement deux machines sur deux ports différents qui sont en train de communiquer. Donc j'ai plus de problème de collision et j'ai une communication à plein débit sur toutes les machines. Ça veut dire que si j'ai un switch 100 mégabits par seconde, toutes les machines vont pouvoir communiquer dessus à 100 mégabits par seconde. Par contre, si j'ai un hub à 100 mégas, ça veut dire que toutes les machines qui sont connectées dessus vont devoir se partager ces 100 mégabits par seconde. Et en plus, j'ai la possibilité de faire des VLAN. Alors les VLAN, ça va être des séparations de machines à l'intérieur d'un même switch en utilisant, en séparant les ports les uns des autres encore. Donc là, je vais pouvoir créer des réseaux différents où j'ai des machines qui vont plus du tout pouvoir communiquer entre elles, mais ça c'est parce que l'administrateur réseau le veut. Et donc avec des switches, on parle de domaine de broadcast ou domaine de diffusion. On ne parle plus de domaine de collision, on parle de domaine de broadcast. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine de broadcast? Un domaine de broadcast, c'est une partie de réseau où les ordinateurs peuvent communiquer entre eux. Il n'y a plus de problème de collision. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les ordinateurs qui ont le droit de communiquer et les ordinateurs qui n'ont pas le droit de communiquer. Alors pourquoi on voudrait empêcher des ordinateurs de communiquer? Tout simplement pour éviter les transferts de données non voulus. Par exemple, dans une entreprise, si je veux que la comptabilité ne puisse pas communiquer avec les ingénieurs de conception parce que je ne veux pas qu'ils puissent partager les fichiers parce que les fichiers de la compta c'est des fichiers qui sont confidentiels, je vais créer un VLAN exprès pour la compta. Donc je vais créer un domaine de diffusion exprès pour la compta et un domaine de diffusion exprès pour les ingénieurs de réalisation. On finit comme d'habitude par l'exercice. Alors convertissez le nombre binaire, hexa E3 en nombre décimal et en nombre binaire. Donc là, il va falloir que vous mettiez la vidéo sur pause et ensuite que vous essayiez de faire le calcul par vous-même. Alors, moi, j'aurais tendance à vouloir d'abord convertir E3 en binaire et ensuite le convertir en décimal. Donc par exemple, si je veux le convertir en binaire, je vais me demander E combien ça vaut. Alors E c'est de l'hexa, E ça vaut 14. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les 14 par le poids en hexa du premier chiffre, hexa. Je sais qu'il a un poids de 16, donc E ce sera 14 fois 16, plus le deuxième chiffre en hexa, lui, il a un poids de 1. Ça veut dire que ce 3 là, il faut que je le multiplie par 1. Je ne l'ai pas mis dans le calcul. Donc, le E doit être multiplié par 16, le 3 doit être multiplié par 1. J'ajoute le résultat, je mets un plus entre les deux, et ça me donne le résultat en décimal. Et si je veux faire la conversion en binaire, ça va être encore plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 3 là, et puis je vais le mettre en binaire. Donc pour mettre le 3 en binaire, je rappelle, le poids, ici c'est 1, 2, 4, 8. Donc pour faire 3, c'est 2 plus 1. Et puis ici, sur la première partie, là, je vais faire le 14. Pour faire le 14, je reprends mon 1, 2, 4, 8 en termes de poids. Donc pour faire 14, je vais faire 8 plus 4 plus 2. Et je mets le 14. Donc le dernier, je le mets à 0. Et voilà le résultat en décimal et en binaire. Deuxième exercice, convertissez le nombre décimal 253 en hexa et en binaire. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de le faire vous-même.
Voilà le résultat. Donc maintenant, si je veux le faire en hexa, ce qu'il va falloir faire, donc je vais plutôt commencer par le binaire. Voilà, ce sera plus simple et après je le ferai en hexa. Donc si on commence par le binaire, et bien là, il va falloir mettre le poids, un poids différent. C'est-à-dire ici 1, 2, 4, 8. Mais là, je vais continuer. Le poids de celui-ci va être 16, 32, 64, 128. Et donc pour atteindre 253, il faut que je fasse 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1. Et ça me donnera 253. Ensuite, je vais faire la conversion en hexa. Et une fois que j'ai mon binaire, ça va être plus facile de faire l'hexa, parce que le binaire, il suffit de le séparer en deux. Je sais que les 4 premiers chiffres du binaire vont correspondre à mon premier chiffre en hexa. Donc ils sont tous à 1, donc c'est facile. C'est F. Et puis, ici, eh ben, ça va être le deuxième chiffre en hexa. 8 plus 4 plus 1. Et donc ça fait 13. Et 13 en hexa, c'est D. Donc en hexadécimal, ça fait FD. Combien d'octets composent une adresse MAC et comment sont-ils répartis? Alors j'ai bien dit d'octets. Donc si dans une adresse MAC, j'ai 6 chiffres en hexa, combien je vais avoir d'octets? Et bien je vais en avoir 6. 6 octets. 3 pour le constructeur et 3 pour le numéro de série. Donc ces 6 octets, en fait, ça correspond au chiffre en hexa. Quelle est l'utilité du champ FCS dans une trame Ethernet? Alors, on se rappelle de FCS. Le FCS, l'idée c'était que le PC de destination s'assure que la donnée qu'il vient de recevoir, c'est exactement celle que le PC qui a émis voulait donner. Et donc ça veut dire qu'on va vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission. Et donc ça c'est un code, c'est le résultat d'un calcul. L'émetteur va faire ce calcul, le récepteur va faire le même calcul sur la donnée, et le résultat de ce calcul doit être le même pour les deux. S'il y a eu une erreur de transmission, ils vont tous les deux faire le calcul, et ils n'obtiendront pas le même résultat. C'est un calcul mathématique qu'on fait sur la donnée. Si le résultat de ce calcul n'est pas le même, évidemment l'émetteur a envoyé le résultat de son calcul lui aussi. On va comparer les deux. Si le résultat du calcul n'est pas le même, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de transmission. On ne sait pas forcément où elle a eu lieu, on ne sait pas quel bit ou quel octet était faux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une erreur. Donc en fait, le résultat, ça veut dire qu'on va annuler la donnée et on va demander à l'émetteur de renvoyer cette donnée. Donc le FCS, c'est le contrôle d'erreur de transmission. Retrouve-t-on les adresses MAC dans la trame Ethernet? Si oui, dans quel ordre? Alors, oui, on les retrouve, et c'est toujours d'abord l'adresse de destination, et ensuite l'adresse d'origine. Pourquoi? Parce que d'abord, il va falloir savoir où on envoie la trame, et après seulement, on va s'assurer que l'émetteur est autorisé à parler. Mais la donnée la plus importante, c'est où est-ce qu'on va envoyer. Donc c'est celle qu'on envoie en premier. Combien y a-t-il de domaines de collision dans un réseau où il y a deux ponts? Alors attention, un pont, il va limiter le domaine de collision. Si j'ai deux ponts dans un même réseau, ça veut dire que je vais avoir un domaine de collision à gauche du premier pot, je vais avoir un domaine de collision entre les deux ponts, et puis je vais avoir un domaine de collision à droite du deuxième pont. Donc finalement, je vais en avoir 3. Il y a 3 domaines de collision. Voilà, c'est tout pour ce cours. On se retrouvera la prochaine fois pour le chapitre numéro 5.